Oh, que le repêchage 2025 promet. Et on est simplement au mois d'août. On a peut-être déjà découvert le meilleur défenseur de la QV. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Content de vous retrouver. Pas vraiment le choix de revenir, de sortir de nos vacances pour vous parler du premier événement majeur dans le monde des espoirs au repêchage de la LNH, la Coupe Hlinka Gretzky, qui est excessivement importante pour trois raisons. Et premièrement, évidemment, il n'y a pas d'hockey en ce moment, donc ça fait simplement du bien de voir quelques matchs. Deuxièmement, c'est intéressant parce que je le dis souvent, une saison de hockey pour le repêchage est un marathon, mais là, c'est un peu là que tu choisis qui va faire partie des Jeux olympiques. C'est là que tu es capable de repérer qui seront dans le sommet. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas à la fin de la campagne, mais tu es capable de cibler un peu les joueurs que tu vas surveiller un petit peu plus attentivement. Et la troisième des choses, il y a des joueurs qu'on connaissait de l'an dernier et qu'on a pu voir la progression sur le plan physique, comment ils ont pu se développer au niveau de tous les aspects de leur jeu et qui font en sorte qu'on est peut-être un peu plus rassuré dans leur cas. Qui sont les joueurs qui se sont démarqués? Pas nécessairement ceux qui ont été les meilleurs. Par exemple, on ne parlera pas de Gavin McKenna dans cette capsule-là. Il a quand même bien fait, mais étant donné son statut, étant donné les hautes attentes qu'on avait à son endroit, c'est sûr que c'est un peu décevant. Mais on va parler plutôt de d'autres joueurs, des joueurs qui vont être également intriguants à surveiller pour le prochain encamp et peut-être les autres. Numéro 1. Est-ce que Matthew Schaefer peut rivaliser avec James Haggins? J'avais très hâte de voir Matthew Schaefer. C'est quelqu'un que j'adorais déjà de la saison dernière, notamment au championnat mondial des moins de 18 ans. Il avait montré qu'il avait une très belle aisance sur patin, qu'il était capable de transporter la rondelle, qu'il avait un bon tir également. Pas nécessairement le plus créatif, pas nécessairement le joueur qui passe son temps à envoyer de fausses informations pour libérer des lignes de tir, mais il misait beaucoup sur son exécution, sur la rapidité, et vous savez à quel point l'exécution, le rythme de jeu est extrêmement important si tu veux éventuellement atteindre le prochain niveau. Donc, j'avais trouvé ça tout intéressant et je l'avais dans mon top 10 avant le début de la Coupe Hlinka Gretzky. Bien là, honnêtement, j'attendais de voir est-ce qu'il allait progresser. Il a connu d'excellentes séries avec les Otters d'Érié dans la OHL. J'attendais de voir s'il avait obtenu une progression, si son coup de patin s'était amélioré. Il est déjà excellent, très bon, mais est-ce qu'il avait pris une coche de plus? Est-ce qu'il m'amenait un peu plus d'attaque? Est-ce qu'il était meilleur défensivement? Et oh que oui qu'il a été bon. On l'a vu constamment. Honnêtement, régulièrement au cours d'un match, on pouvait le voir prendre la rondelle, être le quatrième attaquant, forcer des surnombres, amener beaucoup de chances de marquer. C'était pas simplement de suivre l'attaque, c'était lui également qui initiait les jeux, qui était capable de récupérer la rondelle et très rapidement d'effectuer une passe en retrait pour un coéquipier, par exemple, qui allait mener à des buts. Défensivement, il a été vraiment splendide. C'est quelqu'un qui a un excellent bâton, qui est extrêmement intelligent, comprend toujours où la rondelle va se diriger, place toujours son bâton au bon endroit. Et honnêtement, même dans le match de la médaille d'or contre la Tchéquie, on l'a vu, gros coup de patin, jeu offensif, peut-être pas le plus créatif, peut-être pas celui qui veut constamment déstabiliser les défenses adverses. Mais il décoche les tirs au filet, il est efficace. Il a quand même un instinct, c'est quand même intéressant. Même par-dessus le marché, on le veut un peu dans le match de la médaille d'or, capable de bloquer des tirs. Honnêtement, Matthew Schaefer, présentement, j'ai parlé d'un top 10. Maintenant, ce ne sera pas probablement un top 5 dans ma liste préliminaire. Et je l'ai mentionné en préambule, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va être repêché devant James Higgins. Mais il mérite d'être dans la discussion avec le tournoi qu'il a connu. Maintenant, je suis simplement excité de voir s'il peut poursuivre sur sa lancée aérienne dans la OHL. S'il obtient une saison complètement renversante avec pratiquement un point par match, on va être absolument ravis. Numéro 2, Caleb Desnoyers. Est-ce qu'on va voir le premier Québécois repêché dans le top 10 depuis Alexis Lafrenière? Je m'en cache pas, j'ai toujours été un grand partisan de Caleb Desnoyers. Ça remonte à ses années dans les rangs M18-3A. Je me souviens de l'avoir observé dans la finale de la Coupe TELUS alors qu'il portait l'uniforme des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Jouait avec Émile Guité, son bon vieil ami qui était également dans l'équipe, qui a été le meilleur Québécois au niveau des points avec 7. Caleb Desnoyers, ce que j'ai toujours adoré de lui, c'est un joueur qui est extrêmement efficace dans les deux sens de la patinoire. Si vous nous suivez depuis plusieurs années, vous savez que c'est une qualité que j'apprécie beaucoup. Le fait d'être capable de jouer dans les trois zones, le fait d'être capable d'aider les défenseurs, d'être rapide également, d'être assez intelligent pour toujours se placer à un endroit pour faire progresser le jeu. Bien, Caleb Desnoyers, c'est ce que je surveillais. Est-ce qu'il est en mesure
de poursuivre sur ses succès du championnat mondial des moins de 18 ans. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a été de loin le meilleur centre du Canada. Il était toujours dans les coins, toujours bien placé, toujours en support de rondelle, toujours en train de mettre de la pression, pas nécessairement en étant très physique, même s'il est capable de le faire, mais simplement par son positionnement. Là, il était capable de soutirer des rondelles libres, par la suite les récupérer et rapidement pouvait remettre à un coéquipier qui était placé pour faire circuler la rondelle en zone adverse ou était là pour justement aider le jeu de transition, aider pour les sorties de zone. A fait de très beaux jeux également, de très, très belles passes. Guité en a profité notamment. A peut-être manqué un peu de chance et on le voit que ce n'est pas nécessairement... c'est un bon marqueur. Je veux dire, même ceux qui l'ont observé dans la LHMQ l'an dernier savent qu'il a d'excellentes mains. C'est quelqu'un qui est créatif, capable de marquer de beaux buts spectaculaires, mais c'est peut-être pas ce qui va le démarquer dans la LNH. Quoi qu'il en soit, il s'est repris et de très belle façon dans le match de la médaille d'or, a marqué ce qui s'est avéré le but gagnant. Et ce qui a été surtout intéressant dans ce tournoi-là, c'est à deux niveaux. Premièrement, il a montré que lorsqu'il y avait de la pression, je rappelle qu'avant le match de la médaille d'or, il a carrément mentionné qu'ils allaient remporter le tournoi. Et c'est une chose de le dire, c'en est une autre de répondre. Desnoyers a été très bon tout au long du tournoi. Il a élevé son jeu d'un cran. Il a été l'un des, sinon le meilleur attaquant de son équipe dans ce match-là. Ça m'en dit beaucoup. Ça me dit que lorsqu'il y a des moments critiques, qu'il y a des matchs importants, que tu vas te retrouver dans des matchs de séries éliminatoires, déjà au moins on peut voir que c'est une qualité qui ressort dans le jeu de Caleb Desnoyers. Et deuxièmement, le côté mise au jeu, le côté leadership, bien évidemment, avait un A sur son chandail. Et au côté mise au jeu, il a été très bon. De loin le meilleur du Canada, gagné beaucoup de mises au jeu. Et ça, bien, on le sait, si tu veux atteindre la LNH au centre, idéalement dans un top 6, bien, si tu produis, tu es intelligent et que là, en plus, bien, tu fais le travail au cercle des mises au jeu déjà à un jeune âge, bien, c'est assez prometteur. Je suis très heureux de le considérer pour le top 10 et de ne pas être déçu, comme c'est arrivé pour beaucoup de joueurs de la LHMQ dans le passé. Numéro 3, Brady Martin, un bon candidat à nos coups de cœur. C'est sûr que Schaefer et Desnoyers, bon, il y avait des rôles de premier défenseur et de deuxième joueur de centre. C'était facile de se démarquer. Et dans le cas de Brady Martin, il était sur le 4e trio. Et ça a commencé un peu lentement. C'est pas quelqu'un qu'on a vu beaucoup dans les matchs contre la Suisse et la Slovaquie. Mais par la suite, et c'est encore plus intéressant parce que tu es dans des matchs éliminatoires, tu es dans des matchs où il y a de la pression, où c'est sans lendemain que tu dois gagner. Il en a encore montré davantage. Et c'est une chose de bien jouer. On s'entend, ce qu'on demande à des joueurs de 4e trio, c'est souvent d'amener du rythme, d'amener un bon effort soutenu, d'aller mettre de la pression dans le coin, d'être un peu physique, de rejeter la rondelle en fond de territoire et justement de faire en sorte qu'on déstabilise l'adversaire. Dans le cas de Martin, ce qui est intéressant, c'est que oui, il a tout fait ça. Tu vois qu'il a un très bon niveau d'éthique de travail. Il travaille bien. C'est quelqu'un qui va aller en support. C'est quelqu'un qui est assez rapide également. Donc ça, on sait que c'est toujours une grande qualité pour la LNH. Mais pour un joueur de 4e trio, évidemment, l'équipe canadienne, tu as toujours des joueurs de grande qualité qui ont des rôles un peu moins importants. Mais tu vois que Martin a de bonnes mains. Et il y a également une bonne vision de jeu, un bon sens du jeu. Ça lui arrivait très rapidement d'observer un joueur, notamment le but d'Alex Wang lorsqu'il a occupé d'une pénalité, a effectué une bombe tout de suite, a récupéré la rondelle, a aperçu Wang qui venait de sortir du banc, lui a effectué tout de suite une bombe. C'était pas nécessairement évident. Il venait de sortir du banc. Tu peux un peu te mettre en situation de jouer en désavantage numérique et en passant, ça en dit long aussi le fait que tu es utilisé à court d'un homme et que tu fais un excellent travail. Mais là, par-dessus le marché, c'est quelqu'un qui est capable de créer de l'attaque. Brady Martin, c'est un 3e choix au total dans la OHL en 2023. Et ce qui est encore plus intriguant dans son cas, c'est qu'il évolue pour les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Les Greyhounds, pour ceux qui les connaissent moins, leur identité, leur ADN, c'est le travail. Peut-être pas les meilleurs joueurs au niveau des habiletés, mais il y a une chose qui démarque à peu près tous les éléments qui se retrouvent dans cette équipe-là. Ils ont la pédale au plancher, ils mettent de la pression, ils sont physiques, ils n'ont pas peur de donner le petit effort supplémentaire pour aller bloquer un tir ou aller récupérer une rondelle en zone adverse. Et Brady Martin, de ce que tu as observé dans ce tournoi-là, dans la Coupe Linka-Gretzky, c'est qu'il a exactement ces attitudes-là. Les joueurs qui travaillent très fort dans leur année de repêchage, habituellement, ce sont eux qui trouvent des façons de s'améliorer et qui progressent beaucoup au cours d'une saison. On verra bien dans le cas de Brady Martin, mais disons que je suis assez optimiste. Numéro 4, le cas Adam Benak,
ça va faire jaser pas mal toute la saison. Adam Benak, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis quand même assez longtemps, le joueur tchèque, avait été présent à la Coupe Linka Gretzky 2023. Il s'était très bien débrouillé, il avait obtenu 10 points en 5 matchs. On l'avait également vu au championnat mondial des moins de 18 ans le printemps dernier, il avait obtenu seulement 3 points en 5 matchs, mais en même temps, la Tchéquie avait connu un tournoi affreux et Benak a quand même été à égalité au premier rang des meilleurs pointeurs de son équipe. Donc, ça en dit un peu long sur comment le tournoi s'était déroulé pour eux. Mais Benak, ce qui est intéressant, c'est quelqu'un que tu peux voir le talent. Ça fait 2 ans que tu vois que ce joueur-là a le talent qui lui sort par les oreilles. Il a une créativité hors pair, un sens offensif. Il est capable de voir les situations d'avance. Donc, lui, tu t'attendais à ce qu'il soit dans les meilleurs de cette compétition-là. Et il l'a été. Il a été le 2e meilleur pointeur de tout le tournoi, 11 points en 5 matchs. Et c'est surtout, il a eu un impact dans les moments clés. On l'a peut-être moins vu parfois. Je donne un exemple. Dans un match contre l'Allemagne, par exemple, lorsque le match était complètement hors de portée, qu'on a gagné 7-3, puis il a quand même obtenu 5 points. Là. Mais lorsque le match était gagné, ben, tu as moins besoin de mettre la pédale au plancher. Tu respectes un peu l'adversaire. Ça me dérange un peu moins de moins voir un joueur dans ces situations-là. Et Benak, c'est un peu ça. Mais lorsque ça comptait, lorsque c'était à égalité ou que l'adversaire tentait de revenir dans le match, Benak était là. C'est lui qui faisait le travail. C'est lui qui trouvait une façon de trouver des brèches, de créer du chaos, vraiment d'attirer un joueur vers lui aussi, de repérer un coéquipier. Il a rendu tout le monde meilleur autour de lui. Et c'est sur 2 aspects qui m'ont renversé. Parce qu'on le répète, il mesure 5 pieds 7 pouces. Donc, malgré tous les succès qu'il connaît, depuis 2 ans, mais on connaît le fameux refrain. Est-ce que tu veux vraiment prendre un joueur de 5 pieds 7 pouces dans un top 10, voire dans un premier tour? C'est ça, malheureusement, la question avec lui. Je pense qu'il y a 2 choses que tu dois regarder avec un petit joueur. Premièrement, est-ce qu'il est capable de faire face au jeu physique? Est-ce que c'est quelqu'un qui roule les mises en échec en bon français, qui fait en sorte que, justement, lorsque tu le vois sur la patinoire, il n'est pas constamment en situation dangereuse? Moi, honnêtement, les 2 choses qui ont retenu mon attention dans ce tournoi-là, spécialement, ce sont ceux-là. Au niveau physique, ça s'est très bien passé. Il était toujours capable de prendre une décision au bon moment, d'être capable de comprendre un peu ce qui se passe autour de lui. S'il y avait beaucoup d'espace, gardait la rondelle un peu plus longtemps, tentait de semer le doute un peu dans la tête des adversaires et là, pouvait créer une passe. Et à l'inverse, si là, la pression s'amenait rapidement, qu'il y avait des gros bonhommes, il était capable de reconnaître qu'il fallait qu'il remette la rondelle le long de la rampe, qu'il ne se complique pas la vie, qu'il remette à un défenseur ou tout simplement pouvait y aller parfois de jeux quand même assez splendides là, au niveau de la créativité et de la vision de jeu, ce qui est assez intéressant. Donc, sur cet aspect-là, ça me rassure beaucoup. Et deuxièmement, tu surveilles aussi le côté vitesse, parce que veut pas, dans la LNH, c'est un aspect, on ne le répétera jamais assez, qui est excessivement important. Et moi, c'est le gros point qui m'a rassuré. Ça m'inquiétait un petit peu le printemps dernier. Mais je trouve qu'il a beaucoup amélioré son coup de patin. Son explosion est également très bonne. Je ne suis pas en train de dire que je vais l'avoir dans un top 10, par exemple. Est-ce qu'il mérite d'être dans un top 32, malgré le fait qu'il ne mesure que 5 pieds 7 pouces? On va le surveiller avec les Phantoms de Youngstown. Ça va être intéressant de le voir en Amérique du Nord, dans des situations de jeu en Amérique du Nord et surtout au Mondial Junior pour voir comment il va être en mesure de se comporter contre des joueurs plus âgés, qui ont plus d'expérience, qui sont meilleurs. Donc, on va en voir encore un meilleur échantillon. Ça va être intéressant de le suivre. Moi, j'ai le goût de penser qu'il va se débrouiller quand même pas pire. Numéro 5, Victor Klingsell, il s'ajoute sous le radar. Qui aurait eu sur sa carte de bingo que Victor Klingsell serait le meilleur pointeur de la Coupe Linka Gretzky 2024? Pas mal des gens auraient sûrement misé sur Gavin McKenna. Moi, je vous confirme que je ne l'avais clairement pas. Mais il a connu un tournoi extrêmement intéressant. Ce n'est pas simplement les points. Ça n'a peut-être pas été le meilleur, mais il a été l'un des meilleurs. Victor Klingsell a donc obtenu 12 points en 5 matchs, passant à 1 d'égaler le record de 13 en 5 là, qui est détenu notamment par Sergei Samsonov, Jeff Friesen et Matvei Mishkov, pour ne nommer que ceux-là. Ce qui est intéressant, c'est que premièrement, il a l'exécution, il a le coup de patin. Tu peux déjà voir qu'il a un style un peu LNH. Il n'a pas peur nécessairement dans le jeu physique. Capable de contourner les défenseurs adverses, d'arriver avec vitesse et de bien protéger sa rondelle. Et c'est ça qui est intéressant. A montré un bon sens du jeu, était intelligent, capable de se positionner aux bons endroits à l'avance, de faire de bonnes passes. Il a un bon sens du jeu, c'est un bon tireur.
C'est quelqu'un qui comprend bien le jeu défensif, donc ne va pas placer son équipe dans le pétrin. C'est peut-être pas un joueur ultra dynamique à la Porter Martin ou à la James Higgins, par exemple, mais pour être très complet et d'offrir quand même des petites choses intéressantes, Klingsell a vraiment inscrit son nom sur cette liste-là. Maintenant, avec une prestation comme ça et de voir qu'il a été en mesure d'éclipser notamment un Jakob Izvozniak qui a été correct sans plus, qui était justement un candidat potentiel au top 10, bien là, Klingsell est passé peut-être devant lui. Et bien justement, avec son style très complet, s'il obtient une excellente saison, que ce soit dans n'importe quel niveau de jeu en Suède, notamment la Ligue suédoise des moins de 20 ans, ben écoute, c'est un nom qu'on va entendre parler lui également pas mal tout au long de la saison.